Alors qu'on est parti pour voir le gouvernement tomber aujourd'hui, on ne constate pas de panique boursière avec un CAC 40 qui est juste en dessous, pour l'instant, en tout cas, on se parle des 7300 points. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Voir finalement l'indice parisien perdre un peu moins de 4% depuis le début de l'année, alors que la France s'enfonce dans la crise politique, c'est vrai que ça peut surprendre le commun des mortels, il faut dire ce qui est. Oui, C'est pas la bourse au quotidien. Et après, il faut rappeler que les gens de la cote de la Bourse de Paris ne dépendent plus forcément de la santé de l'économie française. C'est peut-être ça le début de l'explication. Alors c'est sûr que ça va encore un peu conforter cette idée qu'il y a une déconnexion entre le monde des marchés financiers et le monde de l'économie réelle. Puisqu'au-delà même de l'instabilité politique, le marasme économique associé aujourd'hui en fait, à d'ailleurs beaucoup d'économies dans le monde, hormis les États-Unis, tout le monde en fait, est quand même en ralentissement. Et d'ailleurs, même l'Allemagne, d'ailleurs, il n'y a pas que la France. Et c'est vrai que cette déconnexion-là, ce sentiment de déconnexion, il est vraiment renforcé en ce moment. Mais parce qu'il y a des dynamiques sous-jacentes qui sont assez révélatrices de ce que sont devenus ces grands indices. Aujourd'hui, en fait, quand on parle de grands indices, le CAC 40, mais c'est pareil en fait aux États-Unis. Alors, le S&P 500, c'est une économie plus grande, forcément, plus grand nombre en fait d'entreprises associées, mais le DAX 30 aussi en Allemagne. Tous ces grands indices aujourd'hui sont assez peu connectés à l'évolution de leur marché domestique. De leur marché domestique, premièrement. Ils sont surtout connectés à autre chose. Aux États-unis plus. Les États-Unis, beaucoup plus. Ouais. Mais ils sont surtout connectés à une notion qui va plutôt être associée à la fiscalité du pays, dans lequel effectivement on a le siège social. Donc ça a une importance. Or aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur l'évolution de la fiscalité, en tout cas à court terme, que ce soit en Allemagne ou en France. Donc il n'y a pas de perspective pour ces entreprises d'une augmentation de la pression fiscale. Par rapport à ma question, c'est quoi? Je veux bien comprendre le sujet, parce que le sujet, c'est de se dire, finalement, un CAC 40 qui est à 7300 points au vu du chaos politique dans lequel on est en France. Est-ce que c'est cohérent? Oui, c'est cohérent. On aurait pu imaginer qu'il soit beaucoup plus bas. Pas tellement, parce qu'aujourd'hui, il faut bien avoir en tête cela en fait. Les investisseurs, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des entreprises dont 25% du chiffre d'affaires est fait à l'extérieur de la France. Premier élément. Deuxième élément, ils voient quoi? Ils voient que, et c'est comme ça qu'ils l'interprètent, l'instabilité. Je pense non, 25%. Je pense que sur le CAC 40. Non, les études vous disent, en fait, c'est 25%, c'était un tiers en fait par le passé. Hors de France? En fait. Moi, j'aurais dit 20% en France. Ah non, 30% en France. Il me semble que c'est 25%. Bon, mais on pourra vérifier et on s'en reparlera. Un petit pari. Donc, évidemment, vous m'avez fait perdre le fil. Mais c'est pas grave. En gros, on a moins de sensibilité en fait, au marché domestique. Et surtout, qu'est-ce que jouent les investisseurs? En gros, ce bazar politique français, mais aussi allemand. Hein. N'oublions pas là aussi, en fait, que la France n'est pas seule en Europe. La différence, c'est que le DAX est au plus haut historique. Alors, attention, oui, c'est vrai, mais je vous en dirai un mot juste après, parce qu'attention aux effets d'optique. Hein. Le DAX, quand vous le regardez, il est dividende réinvesti. Déjà, regardez le CAC 40 dividende réinvesti depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans, vous verrez que le DAX ou le CAC 40 est à peu près en fait. Le DAX prend 20% cette année. Alors là, exactement, mais on avait surperformé en fait en 2021-2022, CAC 40 versus DAX d'à peu près 20%, ce qui fait on est à peu près kiff-kiff brico. Mais là aussi pour des questions de spécialisation, etc. Mais ce que je voulais quand même vous dire, c'est que l'instabilité politique, pourquoi elle fait tenir les bourses européennes? C'est parce que le pari d'investisseur, c'est qu'elle force dans la tête des gens Christine Lagarde à continuer à baisser ses taux, à être sociale. Pourquoi? Parce que plus il y a de l'instabilité, et là c'est un raisonnement par l'absurde, on sait que la Banque Centrale Européenne ne veut pas rejouer finalement l'épisode de 2011-2012. Vous savez, écartement des spreads, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. La Grèce, c'est un cas encore à part, mais Italie, Espagne, plus de 7% sur les taux à 10 ans, plus de 7%. Alors que la France était autour de 3,5-4, tout comme l'Allemagne d'ailleurs. Et donc, ça, évidemment, ça avait poussé en fait à une énorme tension. Et là, pour le coup, les marchés boursiers s'étaient littéralement effondrés parce que le sous-jacent de tout ça était de dire, concrètement, l'euro ne peut pas tenir avec des spreads de taux, des écarts de taux, des écarts de financement aussi grands. À partir du moment où vous avez le whatever it takes, donc prononcé en juillet 2012 et qui reste valable aujourd'hui, encore valable, c'est comme si vous étiez plié main liée. Et donc les investisseurs, c'est ce qu'ils jouent systématiquement. À partir du moment où il y a de l'instabilité politique, où naturellement les écarts de taux augmentent, eh bien le pari d'après, et c'est ce que jouent les investisseurs toujours, hein, c'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer, c'est que la politique monétaire en fait de la Banque Centrale Européenne va être de plus en plus. Ok. Donc alors, ça va compenser l'aléa politique en même temps. Qu'est-ce qui est intégré aujourd'hui d'un point de vue politique par les marchés? Mais rien. Mais parce qu'en réalité, là, ce n'est pas le chaos politique, c'est rien, en fait. C'est qu'il y a pas de... Il y a deux manières de voir les choses. Aujourd'hui, quel est le risque? Est-ce que le risque, c'est de voir finalement des partis politiques instaurer des programmes qui vont être radicalement différents du passé pour répondre aux problèmes actuels, que ce soit en termes de légitimité, de fiscalité, de déficit public? Est-ce que ça, c'est plus dangereux d'après vous pour les investisseurs? C'est perçu comme plus dangereux ou finalement que rien ne se passe?
Aujourd'hui, très clairement, et c'est ce que vous disent les marchés, c'est qu'en fait, les investisseurs préfèrent que rien ne se passe. Parce que quand on dit rien ne se passe, c'est globalement, les règles du jeu restent les mêmes. Le danger actuel, il est essentiellement plutôt, d'ailleurs, et Trump l'évoque, c'est quoi? C'est la remise en question en fait, des barrières commerciales, pour remettre en question finalement les droits de douane, etc. Donc là, Trump est rentré dedans, mais l'Europe pourrait aussi aller vers cela, la France aussi. Aujourd'hui, rien ne se passe, pas d'instabilité de ce point de vue-là. Et surtout, en fait, la radicalité fiscale, je le répète. Et dans le package qui était là, il y a quand même un élément qu'il ne faut pas non plus oublier, qui a fait hurler tout le monde, c'est-à-dire le paquet du budget, évidemment. 25, concrètement, tout le monde a hurlé, le MEDEF est d'ailleurs presque à juste titre, parce que la coupe est pleine, mais grosso modo, il n'y avait pas tellement d'efforts sur les dépenses, et surtout, on fait une pression fiscale qui a augmenté, alors que la coupe est pleine. Vous comprenez bien pourquoi. Alors évidemment, les médias en font des tonnes et des tonnes, mais d'un point de vue strictement économique et entrepreneurial, l'absence de changement de règles du jeu, à partir du moment où elle élimine finalement des règles du jeu qui étaient plus contraignantes demain qu'aujourd'hui, n'est pas perçue comme une mauvaise nouvelle, à juste titre. Est-ce qu'il y a de la place ou pas quand même pour une correction supplémentaire sur le CAC 40 ? Évidemment, si tout s'emballe, si des spreads de taux augmentent à très court terme, le risque principal, c'est une question de taux. C'est est-ce que... on est à 2,9% sur le taux à 10 ans français. C'est-à-dire moins qu'il y a 10 jours. Et moins qu'en juillet. Oui, et bien moins qu'en juillet. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas tellement une grosse correction boursière. La question, c'est est-ce que le déclassement des actions françaises va se poursuivre par rapport aux actions du reste du monde? Oui, il faut le dire. C'est ça, en fait. Au-delà, on regarde le CAC dans l'absolu, il faut voir que par rapport le décrochage par rapport à tous les indices boursiers mondiaux est comme très très important cette année. On l'a dit, je crois que c'est le DAX c'est 20% de hausse, Wall Street c'est 25% de hausse, l'Eurostock c'est 8 points de hausse, 8%, nous on fait moins 4, ça fait 12 points d'écart. Donc la performance relative, c'est une des pires d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est déjà boursière du monde d'ailleurs. Exactement, ce qui veut dire que là, en termes de performance relative, le déclassement il est déjà intégré, ou tout ce bazar-là est déjà intégré dans les cours pour deux raisons. Un, l'écartement des spreads de taux, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait qu'on soit passé de 30 points de base, 0,3%, 0,5% à 0,8, 0,9. Entre le financement de la France et l'Allemagne. Ça, concrètement, ça coûte un peu en valorisation. Boum, ça s'est déjà traduit par ce déclassement-là qui a commencé. Et si ce spread continue à se tendre, si on passe à 100 points de base, 120 points de base. Mais non, mais après, derrière, en fait, pour le coup, la Banque Centrale Européenne est obligée de se mettre en face. Donc, c'est un scénario que certains peuvent jouer. Donc, vous pouvez avoir on n'entend rien dans le discours de la Banque Centrale aujourd'hui qui dit ça. Non, mais je vous le dis, pour le coup, il est impossible que la deuxième économie européenne soit, qu'on la laisse tomber pour des questions d'ordre d'accès au financement, parce que je répète que si les spreads de taux augmentent, ça veut dire que par rapport à nos voisins, on perd en compétitivité de manière énorme, parce que ça veut dire que nos entreprises se financent un point de plus que les entreprises allemandes, nos ménages se financent un point de plus mais dans l'absolu, donc plus de croissance, 3%, donc récession, donc votre problématique de déficit public, je rappelle quand même que le déficit public c'est souvent en pourcentage du PIB, c'est en pourcentage de la richesse créée par an, c'est-à-dire que les conséquences directes, c'est que moins de richesse créée, donc plus de difficultés à régler son problème en fait de finances publiques. Non, il faut être honnête là-dessus. Ceux qui pensent sincèrement que les spreads de taux peuvent augmenter de manière importante, ça veut dire concrètement qu'ils font le pari que la Banque Centrale Européenne laissera se disséminer dans la tête des investisseurs internationaux que l'euro peut exploser. C'est la suite logique. En fait, vous ne pouvez pas avoir... Vous ne croyez pas. Pas une seconde, à partir du moment où ils se sont engagés moralement, même plus près politiquement, à faire tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir pour... Donc une panique boursière, c'est un scénario qui est fantaisiste, mais avoir un CAC 40 qui va plus bas... Mais ça, le déclassement, ça c'est tout à fait possible pour des questions d'ordre économique, parce que le pourcentage de financement en moins, c'est moins de consommation, mais c'est plus important, je dirais. Les conséquences, c'est moins pour les entreprises du CAC 40, parce qu'on a dit qu'elles étaient moins dépendantes du marché domestique que pour le tissu, la démographie entrepreneuriale dans son ensemble. C'est plutôt le reste des entreprises qui vont souffrir de la situation actuelle, pas ces grands groupes qui ont la capacité à aller chercher en fait la richesse créée là où elle se trouve. Je dirais juste un point quand même sur le CAC. Oublions pas quand même que là, le déclassement du CAC ou la sous-performance du CAC 40, elle ne commence pas juste au moment des élections européennes puis de la dissolution. Elle avait commencé avant, parce que n'oublions pas aussi que chaque grand indice a des spécificités sectorielles importantes. Or, la composition du CAC 40 donc laisse une part extrêmement belle aux entreprises du luxe, ce qui n'est pas du tout le cas du DAX, qui est beaucoup plus industriel. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la sous-performance, elle a déjà été entamée par la surexposition au luxe. Et le luxe a souffert de deux choses. Aux États-Unis, d'une part, avec les difficultés qu'on a rencontrées sur le marché du luxe relativement rapidement, avec la hausse des taux très forte. Et deuxièmement, avec le marché chinois qui a eu peiné à repartir. Aujourd'hui, vous avez un marché américain qui
en termes de fiscalité, en gros, s'allège. Ouais. Donc pour les ménages, ça veut dire que normalement, pour ce type de population, ce segment de population, c'est plutôt positif à l'avenir. Trump, c'était plutôt une bonne nouvelle. 2, $1 qui monte, là aussi, c'est bon pour ces valeurs qui sont très exportatrices. Ouais. Et 3, j'irais la Chine qui, quand même, a mis tellement le paquet qu'on peut estimer qu'en 2025, ça va repartir. Donc attention, vous pourriez très bien avoir finalement un déclassement des entreprises européennes dans leur ensemble, mais un indice CAC 40 qui, en fait, arrête même de sous-performer à l'avenir parce que son biais très luxe, eh bien, finalement, ça lui a beaucoup coûté en 2024, et donc, naturellement, ça pourrait... Et un dollar fort, c'est bon, un euro faible, c'est bon, évidemment. Évidemment, voilà, donc il faut l'avoir en tête. Et si le DAX a aussi surperformé, c'est pas que pour des questions politiques. Je le rappelle, c'est autant le bordel en Allemagne, hein. Sur ce plan. Ouais, les comptes publics étant quand même mieux gérés chez eux. Ah, ils ont effectivement... Oui, mais tout ça, en fait, vous savez, parfois ça me fait un peu sourire, même s'il ne faut pas voir ça comme un blanc-seing moral. Mais rappelez-moi quand même le niveau du déficit public américain cette année. Ah bah c'est 120, 110, 120. Autour de 7 points de PIB. Ah bah pardon, déficit, je pense à la dette. Non, déficit, on est à 7 points. Ouais. On est à 7 points de PIB, c'est-à-dire pas beaucoup moins en fait que le nôtre, hein, et même je dirais un peu plus que le nôtre. Ça veut dire que tout ça... Eux n'ont pas de règles. C'est-à-dire que le sujet est ailleurs, le sujet aujourd'hui, et d'ailleurs même la séquence politique est inquiétante, moins pour des questions de finances publiques, et vous l'avez vu, puisque rien ne bouge, et même les spreads de taux seront gérés par d'autres autorités, les autorités monétaires, plutôt que le procès en illégitimité systématique des politiques actuelles. C'est plutôt un sujet de moyen long terme qu'un sujet de très court terme. Donc il n'y a rien d'aberrant à ce que le CAC 40 soit au niveau auquel il est, qu'il soit... Certains pourraient pu imaginer que, vu le chaos politique, qu'il soit beaucoup plus bas, non? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, les leviers, à mon sens, ils sont beaucoup plus monétaires qu'en réalité législatifs. La BCE devrait accélérer ces baisses de taux, mais en quoi? En nombre ou en ampleur, et en vitesse. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est une question de vitesse. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que, alors sur les marchés financiers, l'effet est immédiat. Sur l'économie réelle, il y a toujours en fait un décalage dans le temps. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il faut moins de temps en termes d'impact sur la demande finale. C'est plus rapide lorsqu'on baisse ses taux, c'est-à-dire que c'est un impact plus rapide que lorsqu'on monte ses taux pour que ça ralentisse. Donc cette asymétrie-là, elle est plutôt positive. Mais s'ils baissent pas, mais ils ont déjà commencé quand même. Hein. Je rappelle quand même, on n'était pas très nombreux à dire qu'on voyait en fait les taux plafonner dès début d'année 2024. Il y a un vrai process en fait de baisse des taux en fait émergé dès ce semestre-là et qui va se poursuivre en 2025. Donc ça va se poursuivre ou s'accélérer? On verra, en fait, s'accélérer, ça dépend. S'ils font 25 points de base à chaque fois, ou 50 points de base à chaque fois, on va vite se retrouver, en fait, à... Ce ne sera pas la même histoire. C'est pas la même histoire, mais c'est honnêtement le plus probable. Je rappelle tout de même que l'Allemagne, aujourd'hui, en termes de croissance, est à l'arrêt. La France, qui plutôt, là aussi, se comportait mieux, parce qu'on parle du DAX par rapport au CAC, mais quand vous regardez la richesse créée en Allemagne versus en France, la France est bien mieux comportée au cours des dernières années. Donc, vous avez l'Allemagne qui est déjà au tapis en termes de croissance, l'Italie qui patine aussi, il ne faut pas espérer grand-chose, l'Espagne qui se comportait plutôt bien, mais associée en fait à une spécialisation touristique qui les a pas mal portés, et un effet de rattrapage post-Covid, et la France qui tenait le coup, qui portait quand même l'économie européenne. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va voir en fait une croissance française baisser, une croissance allemande là aussi... Enfin baisser, pas baisser, mais... Oui, ralentir fortement. Attention, le fait que les taux baissent moins vite que prévu, parce que vous avez la Banque centrale qui baisse ses taux, mais vu que nous, on a un écartement des taux, on en profite moins, notre demande finale en fait en profite moins, naturellement, ça sera un peu moins, ça veut dire qu'on injecte un peu moins dans le carburant et donc un peu moins de richesse créée. Donc tout ça fait que, grosso modo, tout est là pour que la Banque centrale européenne baisse ses taux plus vite que ce que les gens avaient en tête encore il y a 3 ou 6 mois. Et c'est ça que price les marchés boursiers. Oui, alors avec une conséquence désagréable tout de même, c'est que quand vous avez une politique monétaire, en tout cas, ou une croissance plus élevée de l'autre côté du monde, une politique monétaire en fait moins agressive de baisse des taux, naturellement vous avez surtout en fait une baisse des taux de change. Et il faudra faire attention parce que là on a déjà pris un gadin avec, l'euro a déjà pris une belle secousse avec Donald Trump, mais ça veut dire que plus l'euro va baisser, c'est bon pour les exports, mais c'est mauvais effectivement pour l'inflation que vous allez importer. Donc là, c'est ce qui va peut-être mettre mal à l'aise en fait la Banque centrale européenne. Alors, on n'en est pas encore là. Voilà, mais on aura le temps d'en reparler. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci. Merci David.